Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo très spéciale, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec Ryan Herry, alias on va dire RG28 sur les réseaux, arbitre de Nouvelle-Aquitaine, et sûrement l'arbitre le plus connu des réseaux sociaux. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas je pense que tu es l'arbitre le plus connu. Il y en a pas beaucoup, ouais. Ouais, je pense aussi. Plus de 200 000 abonnés sur TikTok, plus de 200 000 aussi sur YouTube. Merci d'avoir accepté cette invitation et comment vas-tu Ryan ? Et bah merci à toi pour l'invitation et je vais très bien. Donc cette interview va être scindée en deux parties. On aura la première partie où on va parler principalement de ton parcours et de ce que tu fais notamment sur les réseaux. Et puis la seconde sera plutôt sur l'arbitrage français cette saison avec toutes les polémiques qu'on connaît et surtout ces dernières semaines. Voilà, ça se passe pas très bien. On va parler de tout ça. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, même si tu es quand même assez connu, on le rappelle. Eh bien voilà, je m'appelle Ryan Herry, j'ai 20 ans, je suis arbitre amateur évoluant en Régional 3 et à côté de ça je suis créateur de contenu où je réalise des vidéos sur l'arbitrage dans le football et hors football. Et juste pour apprendre à te connaître, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir arbitre? Parce que très honnêtement, c'est pas une vocation qu'on a quand on est plus jeune. On se dit pas, on se lève pas un matin en se disant tiens, je veux devenir arbitre. On le devient au final. Ouais, non, il y a quelques jeunes qui ont ce truc-là à 13-14 ans, sans forcément jouer, mais ça reste quand même très rare. Ça reste quand même très très rare. Mais non, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup joué au foot. Voilà, j'ai arrêté parce qu'un peu l'ambiance et le foot en club m'a un petit peu lassé. Tu parles de la mentalité dans les clubs ou enfin sur le terrain? Ouais, la mentalité un peu, non, foot en club, chez les jeunes, tout ça, compétitif, c'était pas trop mon truc à moi. Donc après, j'arrête, donc j'ai fait très simplement U11, U13, U15, un peu U17, donc j'arrête. Et du coup, j'ai envie de revenir dans le foot 2-3 ans après, hein, c'est après l'Euro où on perd contre la Suisse au pénalty là. C'est à peu près dans cette période-là où j'ai envie de reprendre et j'enchaîne 2 pneumothorax. Donc c'est des trucs qui peuvent arriver. Enfin moi c'était pas du tout grave, mais voilà j'enchaîne ça et ça fait que je me trouve un petit peu léger pour reprendre le foot. Je me dis il suffit de prendre un coup de crampon ou j'en sais rien et ça peut être compliqué. Donc je voulais retourner dans le monde du football, mais je me suis dit je vais trouver une autre façon, enfin quelque chose de différent. Donc je me dis pourquoi pas coach. Voilà, être éducateur, etc. Avec les coachs des jeunes, ça peut être sympa. Mais arbitre, c'est pas forcément quelque chose qui me vient. J'avais déjà arbitré en U15 un peu, enfin pas U15, mais des tournois U13, pardon, quand j'étais U13 pour donner un coup de main à mon club. Mais sinon, j'avais jamais vraiment arbitré, j'avais jamais envisagé de me lancer dans l'arbitrage. Et il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'en a parlé, qu'il était arbitre, tout ça. Au début, pas forcément emballé. Puis au fil de la discussion, il m'a conquis. Il m'a conquis et moi je voulais vraiment me lancer. Je voulais vraiment pas me dire je sais pas machin. Je voulais vraiment me lancer dans quelque chose dès la rentrée, autant dans le coaching que ça ou être joueur. Donc je me suis dit allez on va essayer. Donc j'ai contacté un petit club près de chez moi. J'ai pris tout de suite une licence arbitre et j'ai arbitré bénévolement plus ou moins de août 2021 jusqu'à décembre 2021. Et après du coup j'ai commencé l'arbitrage officiellement. Parce que j'ai passé la formation en novembre 2021, donc officiellement j'ai commencé en janvier 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans, on va dire, que j'ai commencé l'arbitrage. Et justement, là, comme tu es lancé sur la formation un petit peu, c'est quoi la formation pour devenir arbitre? C'est une formation très simple, où voilà, le plus simple c'est d'être affilié avec un club, d'être licencié arbitre dans un club, et c'est le club en général qui inscrit les personnes à la formation, une formation qui se déroule sur à peu près 2 jours et demi, le vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche jusqu'à midi pour les détails à peu près. Donc voilà, c'est une formation où on va voir un peu tout, à la fois la partie théorique, à la fois la partie pratique. Il y a 1 ou 2 formations supplémentaires dans les districts, donc dans les départements de chaque candidat qui font la formation. Forcément, une formation, ça suffit pas pour devenir arbitre. Les premiers matchs, on apprend toujours, d'où l'idée d'arbitrer bénévolement. Ça permet vraiment de savoir ce que c'est et d'avoir une expérience avant de porter le maillot. Parce que quand on porte le maillot, dans la tête des gens, on commence pas l'arbitrage, on est arbitre. Donc ça, c'est pas facile. Mais voilà, moi, ça s'est très bien passé. Et puis après avoir passé cette formation, et puis voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le sens où quelles sont les qualités pour être un bon arbitre?
Ben, moi, c'était beaucoup de qualités que j'avais pas à la base, hein. C'est-à-dire être patient, être organisé, avoir du recul avoir énormément de recul, avoir de l'autocritique. C'est beaucoup de qualités que l'arbitrage m'a apporté. Après, j'avais l'envie de bien faire. Je pense que le plus important, c'est l'envie de bien faire. Voilà, il y en a, ils disent, ouais, si t'es pas sportif, tu peux pas arbitrer, machin. Pour arbitrer en D5, il faut pas des qualités sportives extraordinaires. Voilà, et puis ça se travaille. Je pense que le plus important, c'est d'avoir envie. Quand on a l'envie, même si on se trompe, au moins on a cette curiosité, on a cette chose qui fait qu'on va progresser. Ou en tout cas, on a envie de progresser. Et ça, c'est le plus important. Ce qui peut être intéressant, voilà, c'est d'être organisé. Moi, je n'étais pas organisé et ça m'a vraiment apporté organiser des choses, organiser des projets. Enfin voilà, quand tu dois organiser d'aller à un lieu à une certaine heure avec ton matériel sans oublier d'affaires. Donc ça, il faut être organisé, il faut être rigoureux, il faut quand même être sérieux, il faut être sportif, voilà, il faut quand même être en forme, courir régulièrement, etc. Parce que c'est différent quand on a été joueur entre s'entraîner avec et hors cadre. Quand on est arbitre, bah, on s'entraîne un peu tout seul, on n'a pas de cadre, on n'a pas une équipe autour de nous, entre guillemets, on n'a pas un club. Enfin, on peut s'entraîner dans un club de foot, mais si on veut vraiment s'entraîner personnellement, je sais pas, de la musculation, du cardio, tout ça, bah, on s'entraîne un peu tout seul, donc forcément, ça demande beaucoup de rigueur. Et justement, tu parlais tout à l'heure que tu avais eu 2 pneumothorax, et après ça, tu as voulu te lancer dans l'arbitrage. Je trouve ça courageux parce que quand tu es arbitre, tu es celui qui court le plus sur le terrain. Donc il te faut une condition physique, j'ai pas envie de dire hors norme, mais presque. Ouais, après j'ai eu ça, mais je courais déjà beaucoup avant et j'ai toujours eu un bon cardio parce que j'étais très très fin. J'avais une bonne santé, donc en soi c'est quelque chose que j'avais. Après il y a plein de petites choses comme je sais pas, les accélérations, tout ça. Donc il y a plein de techniques de course à travailler aussi. Mais oui, quand on commence avec du cardio, ça aide quand même. C'est quoi ta journée type les jours de match? Est-ce que on le voit sur les réseaux, forcément, quand tu filmes l'avant, l'après-match, la mi-temps, etc. Mais est-ce que tu as des rituels, par exemple, comme auraient certains joueurs de foot? Ouais, j'ai des rituels. J'aime bien aller voir un match. Ça, c'est depuis que je suis passé en senior. En général, quand je vais voir un match, le match se passe bien. Bon, c'est pas forcément le cas, je sais pas, je suis parti de ce principe-là, mais j'aime bien aller voir un match, d'être, on va dire, distrait par quelque chose qui me plaît, sans forcément penser au match. Donc, admettons, je vais voir un match à 20h, bah, c'est d'aller voir un match à 15h, de jeunes, par exemple, dans le coin, pas très loin. Donc voilà, sinon... Et tu le regardes pour le plaisir ou tu regardes principalement l'arbitrage du match? Non, mais je vais regarder le foot. Après, en fait, quand on est arbitre, on a un double match à regarder. Donc c'est d'autant plus intéressant, entre guillemets. Dès qu'il va y avoir penalty, on va regarder comment se comporte l'arbitre, tout ça. Donc c'est fait qu'il y a toujours quelque chose en fait à regarder. C'est beaucoup plus intéressant, si j'ose dire. Après, moi j'y vais simplement pour regarder tout ça, mais ça dépend. Je peux faire ça. Sinon, j'aime bien faire une sieste l'après-midi, surtout depuis que j'arbitre le soir. Voilà, une petite sieste, relire un petit peu les fiches que je me fais de préparation sur les points qui ont pêché au dernier match et les points qui doivent être améliorés. Et puis voilà, après, une routine, on peut dire une façon aussi de manger. Je mange un peu toujours les mêmes choses les jours de match pour être en forme et pour avoir une alimentation saine, quoi. Voilà. Et ce serait quoi ton objectif ultime en tant qu'arbitre? Parce que là, on peut le dire, tu es en train de vraiment monter étape par étape. Enfin, tu es vraiment en train de gravir les échelons. Enfin, c'est assez impressionnant. Je suis qu'au début encore, mais qu'au début, ouais, ça monte. Mais c'est quoi vraiment ton objectif ultime? Est-ce que c'est d'être pro? Ouais, mais je pense que tous les arbitres qui sont dans la même posture que moi, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup et parce que finalement, je donne peut-être un peu ma vie à l'arbitrage comme un joueur de foot, en fait, qui aimerait signer pro. J'essaie de... Quand je me lève le matin, mon but c'est de me coucher en ayant fait quelque chose pour me rapprocher de ça, en fait, c'est un peu ça. Mais non, je pense que le plus gros objectif déjà, c'est un jour d'arriver à être arbitre fédéral, qui est possible avant 30-31 ans. Donc ça donne la première possibilité d'arbitrer en National 2. C'est le premier niveau fédéral, entre guillemets, chez les arbitres. Donc voilà, si déjà un jour j'arrive à être arbitre fédéral, ce sera déjà un très bel objectif. Mais dans ta tête, tu as quand même l'idée de la Ligue 1 un de ces jours. Bah, la Ligue 1, c'est très fermé. Je suis pas forcément passé par la case centre de formation, entre guillemets. Même s'il y a des arbitres, il y a des joueurs qui ne réussissent sans passer par la case centre de formation, mais je suis pas forcément passé par la case centre de formation des arbitres. Donc ça fait que c'est un chemin différent et un peu plus compliqué.
je dirais. Mais on verra. Je pense qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et puis en tout cas, il faut y croire fort. En fait, je me mets pas forcément un niveau, à part le niveau fédéral, le premier niveau fédéral, parce que c'est la fédération et ça représente quelque chose. À part ça, j'ai pas de niveau gravé dans ma tête. C'est surtout l'envie d'aller le plus haut possible. Et voilà. Juste pour parler un petit peu de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, d'où ça t'est venu l'idée de te lancer, sur YouTube c'est par rapport au gaming, mais de filmer tes matchs. D'où ça t'est venu cette idée? En fait, c'est arrivé un peu au moment où j'ai arrêté un peu les vidéos FIFA et je cherchais un peu un nouveau type de contenu à faire. Donc j'étais devenu arbitre et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi pas tout simplement et humblement partager mes matchs. C'est venu sur un match de U15 R1, parce que c'était Guéret contre Brive. Et ouais, j'arrive à l'échauffement et je vois une espèce de perche en l'air. Et je me demande ce que c'est, je demande au coach et il me dit qu'en fait c'est une caméra automatique qui filme automatiquement les matchs. Donc je me fais OK, donc je lui demande si je peux avoir les images après à la fin du match. Et donc je récupère les images et en fait c'est la première fois finalement que je vois à quoi je ressemble sur un terrain. Déjà tu prends une bonne claque, hein. La première fois que tu vois les images, tu te dis ah oui ok, j'arbitre si mal que ça. Sachant qu'en plus c'était dans tes débuts, donc ça doit être vraiment difficile à se voir. Non, parce qu'en fait, dans tes débuts, là tu vois, je me vois, je dirais, quand je dis je me vois bon, c'est pas arrogant, mais je me vois cohérent. Dans 3 ans, je me verrai nul si je regarde mes vidéos maintenant, tu vois. Je pense, j'espère. Mais voilà, t'as ce truc-là où quand tu commences, tu penses, c'était 2-3 mois après, donc tu penses que tu connais un peu tout quand tu commences. T'as un peu ce truc-là, t'as pas encore pris ta première claque. Je parle pas physique, hein, je parle une claque où tu te dis ah ok, pour aller chercher plus haut, il va falloir, ok, j'y suis pas là. Mais voilà, et donc je me suis dit, j'ai récupéré les images et je me suis dit, pourquoi pas me faire une petite vidéo réaction si je réagis à mon match et je vois comment les gens en pensent. Et les gens ont vachement apprécié. Je me suis dit, allez, maintenant, je vais prendre l'initiative de filmer les matchs et de les partager. Et puis, on verra bien, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et ça va nous donner une petite transition avec la deuxième partie. Mais en plus de ça, tu sonorises tes matchs. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant à voir. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir en professionnel. On sait qu'il y a Amazon qui le fait de temps en temps, mais c'est pas en direct. Là, vraiment, on voit presque tout ton match, les actions les plus importantes, sonorisées, filmées. T'es le seul qui fait ça, au final, sur les réseaux. Est-ce que toi, t'es pour, justement, que ça arrive en pro? La sonorisation, elle est vachement intéressante parce que je pense alors d'aujourd'hui, ce qui est le plus reproché dans l'arbitrage français, ce qui crée le plus de reproches et le plus d'incompréhension, c'est c'est la compréhension. C'est que les gens en fait ne comprennent pas les décisions parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre parfaitement les décisions d'un arbitre quand on n'est pas arbitre. Tout simplement. Parce qu'il y a une gestuelle, il y a une connaissance du règlement qu'il faut avoir qui est assez aiguë. Donc quand on ne sait pas ça, on n'a pas les mêmes codes qu'un arbitre. Et donc en fait, finalement, le monde du football ne comprenne pas les arbitres. À défaut de ne pas les aimer ou quoi que ce soit. Au-dessus de ça, je pense que le plus important, c'est qu'ils ne comprennent pas les arbitres. Je pense que c'est ça le plus important. C'est ça qui ressort le plus. Et donc, ce micro peut vraiment permettre aux arbitres de se faire comprendre. Et on le voit sur les vidéos Prime et tout ça, les gens, ils sont là, mais en fait, l'arbitre, il a une voix, il parle, il mange, il respire. Et donc, les gens comprennent, en fait. Et c'est ça le plus important. Après, en fait, dans les textes de loi, lors d'aujourd'hui, le micro est interdit sur des matchs diffusés en direct. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre le match, l'arbitre, sur un match en direct, diffusé en direct. C'est dans les lois de l'IFAB. L'IFAB, ce sont un peu les gardiens des lois du jeu. Et donc, je pense qu'il faut que ça change dans la règle. Tant que ça ne changera pas sur l'IFAB, on n'aura pas de micro en direct. Voilà. Après, on peut avoir sur des vidéos différées comme on peut l'avoir, comme on l'a vu. Et toi, t'as pas posé de problème justement de proposer cette sonorisation sur tes vidéos? Je l'ai pas fait tout de suite. Je voulais déjà qu'on comprenne bien mes vidéos, qu'on comprenne que ma démarche elle est positive, qu'elle est à la fois pour montrer quand je dis mon quotidien, moi quand on me parle d'influenceur tout ça, je dis hop. Non. Moi je vous montre pas quand je suis en maillot de bain ou quand je suis dans ma douche. Je vous montre vraiment quand vraiment tout ce qui va être autour de ma passion. Donc voilà, je voulais partager ça parce qu'en fait, on n'y connaît rien sur les arbitres. Les gens ne savent pas ce qu'on vit, ne savent pas comment
notre vision parfois. Et puis, donc voilà, je voulais vraiment que les gens, en fait, à travers la vidéo, puissent vivre ça. Donc au début, j'ai pas mis de micro, j'ai sonorisé uniquement des tournois, donc des matchs qui n'étaient pas officiels. Donc voilà, au début, j'ai pas du tout sonorisé. Et puis c'est venu. C'est venu petit à petit en fait, c'est venu petit à petit. Je pense qu'après que les gens ont compris le but des vidéos. Et est-ce que tu penses que ce soit en pro ou même toi en amateur, est-ce que tu penses que ça fausse un petit peu la réalité dans le sens où comme tout le monde sait que tu enregistres, ça va forcément influencer les joueurs sur leurs propos par exemple quand ils vont venir vers toi, ils vont être plus mesurés. Est-ce que tu penses que ça fait ça ou pas du tout? Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que, puis même moi, le micro, enfin, moi, j'y pense plus. Hein. Oui, à force, oui, forcément. J'y pense plus. Hein. Enfin, même j'y ai jamais pensé, entre guillemets, parce qu'il faut pas se focaliser là-dessus. Mais non, je pense que malheureusement, quand tu as des joueurs qui sont méchants, micro ou pas, ils le seront. Et inversement, des joueurs gentils, micro ou pas, ça, je trouve pas que ça change en fait ça change pas leur comportement. Et tu penses pas que ça pourrait protéger, entre guillemets, les arbitres d'avoir ça en Ligue 1 et en Ligue 2, par exemple? Protéger dans le sens moins recevoir d'insultes, être plus compris par le public, comme tu le disais? Oui, tu parles du public, ouais, pas des joueurs. Un peu de tout. Parce que même les joueurs, je trouve que voilà, ils vont être plus mesurés dans leurs propos maintenant. Oui, bah ouais, je pense que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est comprendre. C'est surtout ça, en fait. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je vais être un peu cru. Les commentateurs, je les respecte. Je les admire, hein, c'est ceux qui m'ont fait kiffer le foot quand j'étais plus petit. Tu peux y aller. Ils ne connaissent pas les règles. Oui. Non, les commentateurs ne connaissent pas les règles. Les joueurs ne connaissent pas les règles. Les intervenants télé ne connaissent pas les règles. Donc finalement, les trois personnes qui parlent d'arbitrage à la télé sont tout sauf des arbitres. Donc, quand tu as le commentateur qui dit si le dernier défenseur c'est rouge, et ben les gens ils disent quoi? Bah oui, bah c'est ça la règle. Parce que c'est le commentateur qui a parlé. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on a cette désinformation par pas mal de personnes qui ne connaissent pas les règles, mais sans méchanceté. Hein. Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai. Si tu n'as jamais ouvert un bouquin et que tu n'as jamais arbitré, bah, c'est très compliqué de connaître les règles. C'est très compliqué de connaître le règlement. Et donc là, dans cette situation, voilà, on a des gens qui ne maîtrisent pas le règlement et qui parlent. Et donc les gens se basent sur ces paroles-là, qui ne sont pas maîtrisées et qui sont fausses, tout simplement. Et derrière, on n'entend pas les arbitres. On n'a pas le retour des arbitres. On n'a jamais un arbitre qui donne son retour, à part sur autorisation, etc. à la fin du match. Mais donc, du coup, les gens n'ont pas un retour d'arbitre. Et il est là le problème. Donc, c'est vrai, encore une fois, ça revient à ce manque de communication. Et justement, là tu me fais une transition toute faite, mais par rapport aux médias, je ne sais pas si tu as vu, mais Stéphanie Frappart et Mathieu Vernis ont reçu la note d'1/10 dans l'équipe. C'était, pour Stéphanie Frappart, c'était la première fois qu'un arbitre recevait la note d'1/10 dans un média, donc dans l'équipe, pour parler d'eux. Toi, tu penses quoi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas noter des arbitres dans les médias? Bah en fait, moi, l'équipe, ils mettent 1/10. Bah, je suis super content. Je suis trop content. J'achète leur journal et je le donne à mon voisin. En fait, les arbitres, ils sont observés, ils sont notés toute la saison par des observateurs, par des observateurs fédéraux, la plupart, oui, tous les observateurs de Ligue 1 ont arbitré en Ligue 1. Et ils sont notés par eux. Donc que l'équipe te mette 1/10, c'est un peu l'opinion publique. Mais en soi, ça ne change rien. Enfin, tu es déjà noté par des observateurs. Après, oui, forcément, ça fait pas plaisir de voir ton nom dans la presse et de dire que tu n'as pas été bon, forcément. Mais perso, moi, ça me fera rien parce que ça ne représente pas... En fait, il y a l'avis du grand public qui a un avis intéressant dans le sens où... je trouve que tu as fait un mauvais match parce que, voilà, j'ai pas forcément compris ta cohérence, tout ça. Et là, ok. Là, c'est l'avis spectateur qui peut être intéressant. Par contre, l'avis pur arbitrage technique, bah là, je veux que ce soit une personne de l'arbitrage qui me donne son ressenti, pas un média. Parce que dans un média, il n'y a pas de personne de l'arbitrage, entre guillemets. Donc je trouve que ce système de notation ne sert pas à grand-chose parce que les arbitres sont notés par des personnes compétentes et que c'est largement suffisant. Ouais, qu'on parle un peu du VAR, c'est l'avant-dernier sujet. On a souvent entendu cette saison que c'était un problème. Il y a plusieurs présidents, je crois que c'est celui de Reims qui disait, qui voulait enlever justement le VAR. Toi, tu penses quoi du VAR? Est-ce que
est-ce qu'il est seulement mal utilisé de temps en temps ou est-ce que c'est un vrai problème? Bah, je pense que, encore une fois, le VAR, il est là pour amener de l'équité sportive. Ça a permis d'ajouter... enfin, je pense que ça a eu plus de bien que de mauvais, parce que ça... Je prends l'exemple d'un penalty oublié ou des choses comme ça. En fait, ça fait que ça ramène quand même une équité quand l'arbitre ne prend pas la bonne décision à la base. Après, il y a ce fait aussi que maintenant tout tourne autour de ça. Tu vois, dès qu'il y a un joueur, dès qu'il y a penalty, tout ça, ça dénature forcément un petit peu. Les joueurs n'attendent que le VAR dès qu'ils sont pas d'accord avec la décision. On a l'impression que finalement, c'est pas que c'est plus l'arbitre au centre qui décide, mais il y a tellement d'attentes de la VAR. Je pense qu'il y a peut-être trop d'attentes sur cet outil-là, ce qui fait qu'on s'en réfère. Enfin, les gens s'en réfèrent qu'à ça. Donc, alors qu'à la base, c'est juste un supplément quand l'arbitre ne prend pas la bonne décision. J'aimerais juste qu'on termine par... Bon, c'est pas des choses très, très faciles, on va dire, mais forcément, il y a plusieurs arbitres qui se font insulter, que ce soit sur les réseaux ou même dans leur vie privée. Je prends le témoignage, par exemple, de Willy Delageau, arbitre fédéral, justement, qui a expliqué après OM Monaco avoir reçu plusieurs appels anonymes l'insultant à son boulot. Est-ce que ce genre de fait te fait peur pour toi, la suite de ta carrière, quand tu seras, par exemple, arbitre fédéral? Si un jour tu y arrives. Bah non, parce que je connais un peu l'agressivité des réseaux sociaux et c'est quelque chose auquel je suis déjà, enfin on n'est jamais assez préparé, mais auquel je me prépare déjà et j'en suis déjà conscient. Donc en soi, et justement, non. Justement, t'as pas peur que ce soit encore pire parce que toi t'es quelqu'un déjà qui est assez connu, donc si jamais t'arrives à atteindre ce niveau-là, tu penses que ce sera pas même pire par exemple un Willy Delageau? Je sais pas, c'est pas des réflexions. Après, c'est pas des insultes ou des menaces qui me feront arrêter ma passion, hein, ça c'est clair, mais c'est pas des réflexions que j'ai. C'est pas forcément des choses auxquelles j'y pense. Je pense que voilà, c'est important aussi de se déconnecter des réseaux sociaux au bon moment. Bon, après, quand ça les appelle et que ça touche la vie privée, c'est autre chose, bien sûr. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. Il faut arriver à se déconnecter. Il faut arriver à se déconnecter. D'où, par exemple, voilà, ces critiques dans les journaux, tout ça, il faut passer outre. Il faut pas lire tout ça. Je pense que n'importe quel arbitre professionnel te dirait la même chose, de se déconnecter de ça. Sinon, c'est un cercle vicieux, tu vois. C'est comme un joueur qui rate un penalty. S'il tape son nom sur Twitter après un match, c'est compliqué, hein. Donc voilà, il faut faire abstraction de ça et il faut vivre avec, hein. J'ai envie de dire, n'importe qui maintenant est menacé, est insulté dès qu'on a un peu de visibilité ou dès qu'on est dans des événements avec de la visibilité. Donc les arbitres subissent ça, mais je trouve que c'est aussi le reflet de la société. Et juste pour terminer, on va terminer sur une note plus positive. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésiterait à devenir arbitre à cause justement de cet environnement assez hostile? Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à un jeune? Bah moi je trouve que c'est une super expérience. Ça permet de gagner énormément en maturité. Surtout quand on a entre 13 et 18 ans, on doit arriver, on doit se présenter, on a des tâches administratives à faire, la tablette, bien rentrer le score, rentrer les cartons. Donc on a une responsabilité administrative, on a une responsabilité. En fait, on a un peu des médiateurs sociaux, ça se dit? Ouais, ça se dit. Médiateurs sociaux sur le terrain. On gère un peu les problèmes en fait, hein, c'est ça. Donc forcément, quand on gère un problème, on a du recul, on a du calme, on a énormément on doit avoir recours à énormément de qualités humaines. Donc ça fait travailler voilà la maturité, la façon de s'exprimer, surtout pour les jeunes qui commencent quand on est entre 13 et 17 ans, qu'on n'est pas encore majeur et qu'on doit s'adresser à des coachs, et parfois des coachs un peu virulents. La plupart des coachs sont des majeurs. Donc voilà, cette parole, parler avec un adulte, on sait quand on est un jeune, c'est pas facile. Donc ça fait travailler énormément de points. Et c'est avant tout une passion. Je pense que pour vraiment découvrir cette passion, il faut essayer. Il faut tenter. Voilà, il y a toujours les matchs amicaux de son club, le tournoi U11 ou U13 de son club à la fin de l'année. Voilà, c'est des expériences qui sont toujours sympas parce que ça permet de s'essayer à l'arbitrage et de voir ce que c'est. Donc je pense qu'avant toute chose et avant de voir si c'est positif ou pas, il faut essayer. C'est ça le plus important, je pense.
Il faut au moins essayer une fois, même en tant que supporter qui a parfois un avis négatif, même les gens qui critiquent et qui ne se lanceront pas dans l'arbitrage, essayer une fois, ça fait pas de mal et ça permet de se rendre compte des choses. Merci Ryan pour cette interview. Merci d'avoir pu répondre à mes questions. Avec plaisir. On peut donc te suivre sur tous les réseaux, hein, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok et Twitter. Après, j'incite vraiment les gens à venir sur YouTube parce que c'est vraiment là qu'on a les vidéos de A à Z, la préparation, surtout les explications de mes erreurs. C'est un peu ce que je reproche parfois aux réseaux sociaux. Les gens consomment de plus en plus de contenu court. Donc c'est vrai que sur les contenus courts, c'est voilà, un carton, un machin. Il prend toujours les bonnes décisions, il est trop fort cet arbitre. Ouais, mais si tu vois 3 vidéos où je mets 3 fois un carton et il y a jaune, ouais, je suis le meilleur arbitre. Mais si tu vois les vidéos, tu vois que je me trompe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pourquoi je me suis trompé. C'est vraiment ce que je mets en avant sur YouTube et c'est beaucoup plus intéressant de regarder pour moi une vidéo complète que juste un extrait de ce que je fais. Mais je remercie quand même les gens qui consomment ce contenu-là. Merci beaucoup Ryan et on se dit à la prochaine pour une prochaine émission.